Vous faites bien de préférer IFTV International. Bienvenue dans votre journal à la une de l'actualité qui prendra les rênes de la Mauritanie pour les 5 prochaines années. Le dépouillement se poursuit après le scrutin. Les premiers résultats annoncés classent le président Mohamed Ghazouani en tête, en résultat contesté par l'opposition. Au Gabon, suite à la suspension des partis politiques datant de plusieurs mois, ils sont désormais exclus de l'organisation des élections dans le très attendu référendum du mois de décembre prochain. Au Bénin, le navire SPLS UDM a échoué sur les côtes béninoises dans la nuit du samedi 29 juin en raison d'une panne mécanique. 9 personnes se trouvaient à bord et sont actuellement sous la garde de la police. À nouveau, bienvenue. On ouvre ce journal sur le naufrage d'un pétrolier survenu dimanche dernier sur les rives de la plage de Fidrosé à Cotonou au Bénin. Le navire estampillé SPSL UDM a échoué en raison d'une panne mécanique durant la nuit du samedi 29 juin au dimanche 30 juin 2024. Actuellement, 9 personnes sont détenues par la police. Le point avec Nazifou Mamadou. Depuis dimanche 30 juin 2024, des manœuvres sont effectuées pour sauver des eaux un navire transportant des produits pétroliers. Il s'est échoué sur les côtes de Fidrosé à Cotonou dans la nuit de ce samedi 29 juin au dimanche 30 juin 2024. Vu la grandeur des vagues observées depuis dimanche, plus le navire reste figé dans les eaux, plus il va s'enfoncer. Selon une source de la préfecture maritime, le bateau s'est échoué au large de Fidrosé dimanche aux environs de 2 heures du matin en raison de la mauvaise météo. Les hautes vagues de la marée auraient conduit le bateau sur la côte. Le navire a eu une panne mécanique qui l'empêche de bouger. Nous poursuivons l'actualité locale, cette fois-ci dans le département du Plateau où s'est déroulé le week-end dernier la célébration de la fin des activités pédagogiques au titre de l'année scolaire 2023-2024 à l'école privée Al-Hassan 6 à Ita-Akadi dans l'arrondissement d'Ita-Djebou, commune de Sakété. Élèves, enseignants et parents ont pris part à cette festivité. Reportage de Naïlou Oloubé, René Omoré. Après l'effort, c'est le réconfort. C'est à juste titre que apprenants, enseignants et parents d'élèves du complexe scolaire bilingue Al-Hassan de Sakété ont célébré la fête de fin d'année scolaire 2023-2024. C'était le week-end dernier dans l'enceinte du dit complexe situé à Ita-Akadi, arrondissement d'Ita-Djebou, commune de Sakété. Cette festivité a connu la présence de plusieurs invités et des autorités de la commune de Sakété, à savoir le chef d'arrondissement 1 de Sakété, le chef d'arrondissement d'Ita-Djebou, de l'honorable Awaou Bissiriou et beaucoup d'autres. Le complexe scolaire La Relève également s'est fait représenter. Au cours de cette cérémonie, le fondé du groupe bilingue Al-Hassan et les autorités présentes sur les lieux ont procédé à la remise de cadeaux aux 3 meilleurs élèves de chaque classe. Le directeur Yakoubou Goudaré a remercié les parents d'élèves qui ont toujours fait confiance au personnel du complexe scolaire Al-Hassan et promet continuer sur cette lancée. Nous disons aussi merci aux parents qui ont placé leur confiance en nous et qui ne cessent de répondre aux besoins de leurs enfants. Qu'Allah les assiste et bénisse abondamment leurs proches afin qu'ils arrivent toujours à répondre favorablement à leurs besoins. Les autorités présentes sur les lieux sont tous satisfaites du travail qu'abat le personnel dans l'éducation de ces enfants. Oui, je suis très émue, très contente de tout ce qui s'est passé ce matin. C'est d'ailleurs la deuxième édition. C'était là la première édition pour célébrer l'excellence au niveau de l'école Al-Hassan. Donc, vous avez vu la prestation des enfants. C'est avec l'honneur, avec le choix que j'ai fait la fête avec mes enfants cette année. Il y a parmi nous qui ont fait ça la fois dernière, ils n'ont pas encore vu. Et si nous sommes là aujourd'hui, on vive
On fait la fête avec les enfants, c'est magnifique et c'est avec l'honneur. Mes impressions sont bonnes, c'est la fin de l'année scolaire et les enfants sont en train de se réjouir. Ils sont venus constater, comme tous les autres parents, que les enfants ont bien terminé l'année et que l'ambiance est bien festive. Autre fait de l'actualité en Mauritanie, Mohamed Ghazouani était largement considéré comme le favori de l'élection présidentielle en Mauritanie. Il serait en tête selon les derniers résultats de la CENI qui montrent qu'il a obtenu plus de 55% des voix après le dépouillement de 98% des bureaux de vote. Cependant, ces résultats sont déjà contestés par l'opposition. Les détails avec Gérardo Toudan. Dans ce bureau de vote de Nouakchott, la commission électorale s'active, mais avec près de l'ensemble des bulletins dépouillés, peu de suspense désormais, le président sortant, Mohamed Ould El Ghazouani, devrait arriver largement en tête du scrutin. Je voudrais féliciter les populations pour leur comportement, mais aussi pour les conditions et le climat de concurrence positive qui ont marqué la campagne électorale. Selon la commission électorale, le taux de participation se situe autour de 55%. Elle a jusqu'à lundi soir pour prononcer les résultats définitifs provisoires, mais Biram Dahabeid, le principal opposant au président sortant, l'accuse d'être instrumentalisé par le pouvoir. Il a déjà fait savoir qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats du scrutin. Je promets au peuple que je ne l'accepterai pas, que nous ne l'accepterons pas. Nous n'accepterons que ce qui est passé par les urnes d'une manière transparente et équitable. Biram Dahabeid invite ses partisans à descendre dans la rue pour refuser, dit-il, le hold-up électoral. Il appelle aussi l'armée et les forces de l'ordre à ne pas suivre les ordres du régime. Un mouvement de refus pacifique selon lui, mais sur le marché central de Nouakchott, certains commerçants confient leur peur. Nous demandons à celui qui sera élu de veiller sur les intérêts des populations, notamment en matière de sécurité. Les gens subvenaient à leurs besoins en venant au marché, mais aujourd'hui, tout est fermé à cause des appréhensions et on en souffre. En cas de réélection, Mohamed Ould El Ghazouani a promis de faire de l'aide à la jeunesse et aux plus démunis l'un de ses chantiers prioritaires. Les jeunes Mauritaniens partent de plus en plus vers l'Europe et les États-Unis, en quête d'une vie meilleure. Au Gabon, à présent, le Parlement gabonais a récemment adopté un nouveau code électoral en prévision du prochain référendum de décembre qui suscite une grande attente. Cette réforme transfère l'organisation des élections du domaine des partis politiques au ministère de l'Intérieur, une mesure perçue par certains comme un recul, démocratique pour le gouvernement. Ce texte répond aux attentes du dialogue national de mai dernier, suspendu depuis et est nécessaire pour établir de nouvelles règles pour les partis politiques. Écoutons la ministre de la Réforme des institutions au Gabon. Nous sommes allés au dialogue. Les compatriotes ont estimé qu'il y avait trop de partis politiques. Les compatriotes ont estimé que les politiques se sont accaparés la vie de la société et ça n'a pas marché. Donc nous allons expérimenter autre chose et lorsque la Constitution sera votée par référendum, là nous allons prendre des lois qui réorganisent la vie politique de notre pays. Du Gabon, cap sur le Soudan où les Nations Unies sonnent l'alarme sur l'utilisation de la famine comme arme de guerre au Soudan après 14 mois de conflit meurtrier qui a plongé plus de 25 millions de personnes dans une insécurité alimentaire aiguë, affectant ainsi plus de la moitié de la population. Selon les Nations Unies, environ 755 000 personnes font face à un niveau critique de la famine extrême. Nazifou Mamadou nous fournit les détails précis sur la situation. Des experts internationaux ont déclaré jeudi 27 juin 2024 dans un rapport que près de 755 000 personnes seront confrontées à la famine dans les mois à venir au Soudan et le risque de malnutrition pourrait augmenter chez les enfants. Selon le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire IPC, environ 25,6 millions de personnes sont susceptibles de connaître de niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë entre juin et septembre. La santé de mes enfants a été gravement affectée. Certains ont même arrêté de grandir.
Avant la guerre, on pouvait observer différents stades de croissance chez les enfants pendant 6 mois ou 1 an. Depuis que la guerre a éclaté, les enfants ont non seulement cessé de grandir, mais ils sont devenus plus chétifs. Les combats ont créé une catastrophe alimentaire d'une ampleur jamais vue depuis le conflit du Darfour au début des années 2000, ont déclaré les responsables des Nations Unies. Une intensification des combats pourrait restreindre davantage l'accès à l'aide aux zones menacées, d'après le système de surveillance de la faim des Nations Unies, mettant en garde contre le risque réaliste de la famine dans plusieurs zones, notamment dans certaines parties des États du Darfour, de Khartoum, du Kordofan et de Gézira. Nous sommes engagés dans une course contre la montre, non seulement pour distribuer et disposer des ressources suffisantes, mais aussi pour être en mesure de fournir ces ressources aux personnes qui sont au bord de la famine. La moitié du pays est en situation d'insécurité alimentaire grave. Si nous parvenons à accéder au financement et à les distribuer, nous serons en mesure de mettre fin à l'insécurité alimentaire. Le conflit au Soudan a débuté en avril 2023 entre les forces armées soudanaises du chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires forces de soutien rapide dirigées par son ancien adjoint Mohamed Hamdan Daglo. Ces derniers mois, les combats se sont étendus dans les nouvelles zones, y compris celles des centres agricoles. Toujours dans l'actualité au Nigeria, au moins 18 personnes ont perdu la vie lors d'une série d'attentats suicides à Goza, dans l'état de Borno. Environ 40 autres ont été blessés et ont été rapidement acheminés vers un hôpital à Maiduguri. 3 des attaques auraient été perpétrées par des femmes, rappelant ainsi les méthodes utilisées par la secte islamiste de Boko Haram. Écoutons les premiers témoignages. L'incident s'est produit vers 15h dans une salle de mariage où nous étions assis. Une femme est arrivée en tenant la main de 2 enfants et nous avons entendu l'explosion. On ne peut pas imaginer la douleur que représente la perte de 5 personnes à la fois. C'est quelque chose que je ne peux pas oublier parce que cela m'a ramené en 2014 lorsque Goza a été attaqué par ces groupes terroristes. On passe à présent à la RDC où la commémoration de l'anniversaire de son indépendance a eu lieu le 30 juin dernier. Une journée empreinte de célébration malgré un contexte de deuil, surtout dans l'est du pays où l'avancée du groupe armé M23 suscite des préoccupations. Ce sujet délicat a naturellement dominé le discours du président lors de son allocution du samedi soir. Le chef de l'État a également abordé les perspectives économiques prometteuses pour le pays. Suivez les détails. 4e anniversaire de son indépendance, une célébration néanmoins ternie par l'insécurité à l'Est qui continue d'endeuiller l'État. Sujet épineux qui s'est naturellement imposé au cœur du discours du président Félix Tshisekedi prononcé dans la nuit de samedi à dimanche. Le chef de l'État est revenu sur la prise de Kanyabayonga par les rebelles du M23. Ville de la province du Nord Kivu, considérée comme stratégique car elle permet d'accéder à des villes situées plus au nord, telles que Butembo et Beni. La localité est passée sous le contrôle des rebelles le 28 juin. Le chef de l'État dénonce, je cite, une agression flagrante contre la souveraineté nationale et la paix du peuple. Outre la situation sécuritaire, le dirigeant s'est aussi attardé sur les perspectives économiques qu'il a présentées comme favorables. Écoutons. Mes très chers compatriotes, le défi sécuritaire auquel nous sommes injustement confrontés est complexe et exige une réponse collective, courageuse et déterminée de notre part. En cette journée sacrée de notre indépendance, je ne peux passer sous silence la grave situation sécuritaire qui secoue notre pays. Ce qui se passe à Kanyabayonga, à Kaini, au village du sud de Lubero ainsi que dans les territoires de Rutshuru, de Nyiragongo et du Masisi, constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple. En ma qualité de président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, je tiens à vous assurer de ma détermination inébranlable à défendre l'ensemble de notre territoire et à rétablir la paix. Nos vaillants soldats sont en première ligne et ensemble, nous triompherons de cette agression injustifiée.
À nos frères et sœurs de Kanyabayonga et des régions avoisinantes, je veux exprimer ma profonde solidarité et ma compassion face aux souffrances que vous endurez. Votre courage et votre résilience sont une source d'inspiration pour la nation tout entière. Soyez assurés que je mets tout en œuvre pour rétablir la sécurité et protéger nos concitoyens. Au Sénégal, pour finir l'actualité, le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué ce dimanche 30 juin 2024 une descente à Colobane et à Lansbena. Colobane a fait face à des opérations de déguerpissement. À ce dernier jour, le Premier ministre a apporté sa compassion et ainsi suivi des mesures d'accompagnement. Il a délivré son message devant des commerçants, tout heureux de les rencontrer. Suivons ses propos. Occupation anarchique, État da ci am responsabilité. Mairie am ci responsabilité. Je voulais dire que l'occupation anarchique est une responsabilité partagée entre l'État, les municipalités et même les populations. C'est la raison pour laquelle nous devons trouver une solution globale. J'ai demandé tout à l'heure au préfet s'il y avait des mesures d'accompagnement. Il n'y en a pas et nous le déplorons. Loolu nak jotu fay am. Ñu koy déplorer. Man nekkoon naa maire bi ma ñëwee Ziguinchor yéen ñëpp gis ngeen vidéo ya. Dama dajale commerçant yëpp ne leen li xew marché bu Code du yoon. Vous avez vu quand j'étais maire de Ziguinchor, j'ai lancé 3 opérations de réfection des marchés et 2 nouveaux marchés étaient à construire. C'est pour moi un préalable avant de déguerpir le marché de Boucotte dont l'occupation est anarchique. C'est ce qui incombe aux municipalités et à l'État. waaye boo andiwul benn mesure d'accompagnement xëy rek ne damay dindi fi nit ñi loolu mooy andi coow li nga xam ne mooy am moo tax nag ñu ne mbir mi il faut ñu ànd seeg yërmande waxuñu nag ni dañuy def permission kenn ku ne def lu ko neex waaye ñu suñ koy rek tam ñu ànd ceeg yërmande état bi dina proposer ay mesures d'accompagnement. C'est pourquoi nous demandons aux autorités municipales plus de compassion. Il faut aussi nécessairement des mesures d'accompagnement et l'État jouera sa partition. Je suis aussi accompagné de Aïda Mbodj, délégué général de la DER. La DER va vous accompagner, vous financer pour préserver les emplois. C'est le message du président de la République que je vous apporte. Encore une fois, nous compatissons suite aux opérations de désencombrement. Muy délégation à l'entrepreneuriat rapide mooy kuy ut entrepreneur ñii ñooy entrepreneurs yi jël nañu xaalis di ko jox ay nit yoo xam ne parce que ay militants lañu rek mosuñoo liggéey waaye ki nga xam ne jàng na liggéey xam na ni muy liggéeyee commencé woon na liggéey te kenn jàppale ko kooku ko jox financement mu war a mën a dem moo tax dinañ leen recevoir waa DER dinañ leen recevoir madame Aïda Mbodj na leen recevoir ngeen toog waxtaan ak ñu xool ñu leen di jàppale aussi ci ay financement gannaaw solution boobu ñu wax ni dinañ ko def ci ay place yu ngeen mën a toog liggéey ni mu gën a rafetee di masawu riverains yi di masawu commerçant yi waaye di masawu mairie bi ak administration bi ñu ngi leen gërëm leen sant asalaamaaleykum. Et puis après Colobane, le Premier ministre Ousmane Sonko s'est rendu à la plage de Lansbena, située sur le littoral de Sud-Dakar. La plage fait l'objet de morcellement que le Premier ministre juge irrégulier et rappelle la mesure de suspension des constructions et morcellement du littoral. L'État ne compte pas laisser un partage du foncier du littoral. Il a sur place délivrer son message devant les commerçants. On l'écoute. bërëb bi ku ko gis ak ñi ñu ci fekk lee may gis ne leen rafet na lool ci jamono tàngoor gi Ndakaaru lii rek la ñu am mun a ñëw amaana ñëpp amuñu doole boo xam ne mun nañ taal clim journée bi yëpp wala taal ventilateur bi journée bi yëpp. Nous poursuivons nos opérations de Djoub, Djoubal, Djoubanti. Vous voyez comme la plage est belle, propre, mais on risque de tout perdre ici. Vous le voyez sur cette tablette. Tout a été morcelé. Et c'est très grave car c'est le domaine public maritime. Nous en tirerons toutes les conséquences. waaye ci tableau bii ma leen ni woon gis ngeen ni fii ñu nekk nii depuis ci kaw ba ci suuf ci tali ba ci suuf xam nga lii mooy terrain football ci kaw lépp dagg nañ ko jox ko ay nit ñii ñu jox leen 5000 mètres carrés ñii 3000 mètres carrés ñii 2500 mètres carrés ak yu mel noonu.
muy lu doy waar ndax fii en principe ci domaine public maritime bi la bokk domaine public maritime nag bul laal la tudd. Nous sommes à la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. L'information continue sur votre chaîne préférée, IFTV International.